États. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Chanson en hommage à Jean-Baptiste Acquaviva André Berkoff, militant nationaliste corse, tué en 1987 lors d'une opération armée du FLNC. Alors l'un des chefs militaires de cette organisation raconte tout sur ses 50 ans de combat politique, dont 27 ans dans la clandestinité, André, dans un livre passionnant qui vient de paraître, un témoignage rare, nécessaire et précieux, André. Oui, un livre très intéressant, plus qu'intéressant, parce qu'il raconte vraiment de pan de l'histoire. Moi, quand je l'ai lu, je connaissais pas la moitié, plus que la moitié de ce qui est raconté, parce que avec Frédéric Ploquin, lui je le connais, c'est ce livre chez Fayard, les confessions d'un patriote corse des services secrets français au FLNC. Et c'est très très passionnant parce que il a été service secret français, vous savez ce qu'on appelait les barbouzes, il a vécu de l'intérieur tous les coups tordus ou point tordus, tous les succès de ce qu'on a appelé effectivement, et il y a eu des films qui les ont célébrés. Et puis le FLNC, enfin le Front de Libération Nationale de la Corse, depuis sa création en 1976, donc il y a à peu près 50 ans. Et c'est très intéressant parce que on voit en France, ici, puisque la Corse, encore une fois, pour beaucoup, c'est quand même la France, on voit aussi comment ce réseau, qui n'était pas très important, qui ne comptait pas des dizaines de milliers d'hommes, qui a eu près des 500 hommes, a fait parler de lui pendant des années, des années et des années. C'était vraiment, quand on parlait de la Corse, on parlait du FLNC. Et puis, il y a eu, vous allez en parler, Céline, avec Frédéric Ploquin et, évidemment, Peraldi. Joe Peraldi, c'est Yvan Colonna, le fameux Yvan Colonna, dont on protégé la cavale. C'est une histoire formidable, on ne l'avait jamais racontée, cette histoire. Et oui, elle n'avait jamais été racontée, on va vous la raconter tout de suite sur Sud Radio, avec Joe Peraldi et Frédéric Ploquin qui sortent un livre passionnant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Chant en hommage à la lutte armée du FLNC, dont Joseph Peraldi a été un pilier dans un livre qui vient de paraître. Il raconte son parcours inouï et il nous le fait le plaisir donc d'être aujourd'hui notre invité en direct sur Sud Radio. Bonjour à vous, Joe Peraldi. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous publiez chez Fayard Confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC, un témoignage fascinant recueilli par le grand reporter Frédéric Ploquin, qui est aussi avec nous en direct sur Sud Radio aujourd'hui. Bonjour à vous Frédéric. Bonjour à vous. Alors Joe Peraldi, vous avez été espion pendant la guerre d'Algérie, chef militaire du FLNC, reporter photographe, un métier qui vous a servi de couverture pour mener donc vos activités politiques. Sous la cagoule, donc vous avez connu tous les coups tordus des barbouzes, tous les succès et toutes les vendettas qui ont secoué donc le mouvement nationaliste depuis sa création en 1976. Et dans cet ouvrage, eh bien, vous révélez quelques secrets. Vous ne pouvez pas tout révéler, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Joe Peraldi. Oui, si vous voulez, j'ai hésité pendant des années à la fin de mon procès qui a eu lieu il y a en 2005-2006. Et j'ai été approché par beaucoup d'écrivains et de journalistes, et finalement, j'ai toujours reporté. Et lors de la mort d'Yvan Colonna en prison, de la manière dont il a été assassiné, qui est inacceptable, dans une mesure où ça s'est passé dans un centre pénitentiaire, et de la manière aussi atroce dont il a été tué, et la récupération politique qui en a été faite par certains de ma famille politique, je l'ai très mal vécu. Et là, c'est là que j'ai rencontré mon ami Frédéric. Nous avons parlé justement du projet de faire ce livre, et ça a eu, ça petit à petit, le projet s'est réalisé.
Alors effectivement, Voilà. vous consacrez le premier chapitre de votre livre à la cavale d'Ivan Colonna. Le 23 mai 1999, alors qu'il est recherché dans le cadre de l'assassinat du préfet Erignac, qui avait eu lieu donc 18 mois plus tôt à Ajaccio, tous les services d'élite du pays quadrillent le secteur de la ville de Cargès, en Corse du Sud, donc où toute sa famille vit. Vous réussissez à l'exfiltrer, vous prenez beaucoup de risques. Comment vous y êtes-vous parvenu, Jo Peraldi? Eh bien, vous savez, grâce à la vision que j'avais de ce qui était tout, était plus ou moins mon œil, si vous voulez, exercé, vous savez, me permettait de voir ce qui était original, ce qui était insolite dans les villages, des trucs comme ça. Et j'avais repéré un petit couple d'un certain âge qui était vraiment, il ne pouvait pas passer inaperçu. Une vieille 4L, un monsieur toujours avec son même, sa casquette, son habit. Et donc, quand on m'a signalé que Yvan ne pouvait pas tenir plus longtemps, la pression policière se faisait autour de lui. À ce moment-là, j'ai demandé à un ami de rencontrer, d'aller voir ce couple et de se faire prêter la 4L. Et là, on avait un homme, un ami, qui était physiquement et ressemblait terriblement au chauffeur de cette voiture. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons donc habillé comme lui, avec sa claquette, la même chose. Et à côté, nous avons mis Ivan Colonna, qui était son épouse, et qui habituellement prenait la place. Et là, c'était Ivan Colonna, déguisé en femme. Et là, en femme, voilà, sur son épouse. C'était l'image qu'on avait habituellement de ce couple. Et nous sommes, si vous voulez, nous avons pris la route d'Ajaccio, avec une ouverture d'un motard qui était grand, pour ne pas, bien entendu, Ivan étant petit, il fallait que le motard ne soit pas arrêté, qu'il y avait dans son casque un émetteur, un talkie-walkie, auquel était relié également le chauffeur par une oreillette. Et donc il ouvrait la route, tout s'est très bien passé, et il l'a emmené à un point de jonction qui était sur la commune de Pastellicach à Pichiatel. Et c'est là où je le rencontre, et quand il sort de la voiture, il se débarrasse bien entendu de ses vêtements. Voilà, et je lui dis... Et on tombe dans les bras l'un de l'autre et je lui dis, ta cavale commence ici. Et c'est là où sa cavale a commencé. À l'époque, il était dans quel état d'esprit? Qui a duré 4 ans, juste pardon de vous interrompre. La cavale a commencé là, mais moi j'ai été arrêté en février 2026 pour les attentats qu'on m'a reproché de l'URSSAF et de la DDE. Donc il y a une autre équipe qui a pris le relais de la cavale d'Ivan Colonna. Voilà. Juste, je voudrais demander à Frédéric Ploquin, parce que vous nous avez expliqué très bien, Joseph Peraldi, la rencontre, mais vous, alors l'écrivain, le journaliste, et Dieu sait vous en avez écrit des livres, Frédéric Ploquin, sur la police, sur les faits divers et beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de faire ce livre avec Joseph Peraldi? Moi, effectivement, je suis un observateur de tout ce qui touche à l'histoire criminelle française depuis 40 ans. Mais jamais j'aurais rêvé pouvoir dépeindre le FLNC de l'intérieur. En fait, jamais aucun. C'est un rêve de journaliste. Il n'y a jamais eu de livre sur le FN, enfin de l'intérieur de cette façon-là. Non. Ouais. Donc, si vous voulez, moi, c'était même pas en rêve. En fait, ça n'existait dans mon esprit jusqu'au moment où nous avons été présentés par des amis communs avec Jo Peraldi. Et là, au fur et à mesure de nos rencontres, de nos entretiens, de nos discussions, je me rends compte qu'il y a cette possibilité inouïe pour un journaliste, le journaliste que je suis, c'est de pénétrer dans cette organisation légendaire, de la raconter de l'intérieur et finalement d'écrire une page de l'histoire de France, parce que c'est pas seulement l'histoire de la Corse, c'est aussi l'histoire de la France, qui n'a jamais été écrite. Donc de découvrir tous ces mystères, et je sens Jo Peraldi très motivé pour tout dire, parce que il n'est pas, tout à l'heure il vous a pas donné cette raison-là, mais c'est vrai qu'il avait 82 ans quand on s'est rencontrés, il en a 84 aujourd'hui, et ce qu'il me disait c'est on va tous mourir, nous les fondateurs, nous les pionniers, nous qui avons fait vivre ce FLNC, et lui voulait laisser une trace écrite d'une histoire nécessairement non écrite, c'est-à-dire que jusqu'à présent seuls les policiers de l'extérieur pouvaient éventuellement raconter ce qu'ils savaient du FLNC. Il n'y a vraiment jamais eu un ouvrage de l'intérieur sur le FLNC. Il y a eu quelques témoignages, mais si vous voulez, là il m'offrait la possibilité, il nous offrait à tous les deux la possibilité de raconter tout, le fonctionnement de cette organisation,
l'organisation, la manière dont Jo Peraldi recrutait les militants, la manière dont les attentats étaient organisés, les motivations. On rentre vraiment dans ce qui est... Le FLNC, c'est une organisation qui a une aura, qui a une légende, même auprès, pas seulement en Corse. Hein, c'est une organisation respectée parce que, bon... Voilà, pendant des dizaines d'années, quoi. Absolument, qui a tenu pendant des dizaines d'années. Et tout d'un coup, je me retrouve face à un Jo Peraldi qui me sort... ce qui est quand même assez extraordinaire, qui me sort une première carte de sa poche, qui est une carte de presse. Moi, je suis journaliste depuis 1982. Lui, il l'était bien avant moi, finalement. Donc, reporter photographe. Donc, que par ailleurs, et c'est là où on comprend tout. Je veux dire, en fait, il a passé quand même pendant la guerre d'Algérie un certain temps dans les services secrets français. Alors ça, et qu'il a tout appris. On va revenir là-dessus, effectivement, dans la deuxième partie de l'émission. J'aimerais qu'on redonne la parole à Jo Peraldi. Revenons à la cavale d'Ivan Colonna. Jo Peraldi, il faut expliquer que c'est lui-même qui vous aviez demandé donc de l'organiser, cette cavale. Vous, comment vous l'aviez connu? Je l'ai connu alors qu'il rentrait de Nice, où son père était député des Alpes-Maritimes, des PS. Et lui, après avoir eu son brevet de professeur de sport dans l'éducation nationale, hein, il est rentré en Corse. Et il a refusé la mutation qu'il avait eue, l'affectation qu'il avait eue de l'éducation nationale. Et il voulait rentrer pour devenir berger, son métier de passion, et ne pas vivre de salaire venant de l'État français. C'était son propos. Bon. Oui. Et quand il est arrivé à Sagone, je l'ai rencontré avec son beau-frère, qui était aussi un de mes proches. Voilà, il a été toujours proche de nous, il était formé politiquement, très intelligent, et voilà comment j'ai connu Ivan Colonna. Oui. Alors, ensuite, juste un mot qui est important quand même, ça a duré quelques années, et en 90, quand il y a eu la première scission dans le FLNC dit canal habituel, il est parti, si vous voulez, avec les sécessionnistes, et donc, mais néanmoins, nous avons gardé des contacts au nom de l'amitié que nous avions. Sans être pour autant dans les secrets de ce qui se passait en face. Oui. Juste, je voulais une précision, vous permettez, par rapport à ce que dit M. Berkoff. Je n'ai jamais utilisé ma carte de presse comme une couverture pour les activités que j'avais. J'ai toujours fait mon métier avec passion, dans la plus grande déontologie possible et imaginable. Et si, en lisant mon livre, vous verrez, je suis allé jusqu'à vérifier 2 sources sur une même affaire pour être certain que je ne me trompais pas. Et qui était une affaire importante, c'était l'assassinat du gendarme de Sonde, un gendarme de 21 ans, gendarme auxiliaire. Voilà, cette prévision a été faite, je reprends donc ce qu'on avait dit. Oui, là, sur la cavale, la cavale, effectivement. J'aimerais que vous nous racontiez toute cette logistique que vous avez mis en place, effectivement, pour que cette cavale puisse exister. Vous l'avez changé plusieurs fois d'endroit. Racontez-nous, effectivement, comment vous aviez fait pour... Si vous voulez, c'est très simple. Lorsque nous sommes à la tête d'une organisation pareille, nous avons bien entendu ce qu'on appelle un circuit de cavale possible. Donc les régions où nous mettions Ivan Colonna le cachet, il y avait déjà des personnes désignées et volontaires pour accueillir, non pas seulement Ivan Colonna, mais s'il y avait été quelqu'un d'autre, c'était pareil. Ça faisait partie d'un circuit. Donc n'aurait pas eu trop de peine à le cacher, quoi. Oui, parce que vous dites qu'effectivement, dans votre livre, vous dites qu'en Corse, trouver une famille d'accueil pour un homme en cavale n'est pas difficile. C'est vraiment dans la tradition corse, en quelque sorte. C'est vraiment dans la tradition corse. Et Ivan Colonna m'a demandé de l'aider. Je l'ai aidé au nom de... Il avait besoin de ça, je l'ai aidé. Et si vous voulez, d'habitude, il est dans notre tradition, lorsque nous aidons quelqu'un, nous n'avons pas l'habitude de lui demander s'il est coupable ou pas coupable. Ah oui, c'est ça. Et alors, si lui ne nous en parle pas, nous, par respect, nous ne lui en parlons pas non plus. Ah oui. Alors vous le racontez dans le livre, vous lui rendiez visite au moins une fois par semaine, jamais le jour. Parfois vous restiez même 2 jours avec lui. Comment vous avez fait pour ne pas vous faire repérer? Les RG ont eu des doutes concernant votre participation à cette cavale? Oui, les RG se sont rendus compte que j'aurais pu être l'un des instigateurs de la cavale en fin janvier 2000. Voilà, mais si vous voulez, ils m'ont fait suivre quelque temps.
mais ça n'a rien donné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de preuve que j'étais dans cette organisation, dans l'organisation de la cavale. Oui. Alors, ensuite, j'ai été arrêté, bien sûr. Eh oui. Alors avec Yvan Colonna, effectivement, tout au cours de cette cavale, vous allez le rencontrer, vous échangez, bien entendu, sur des sujets politiques tendus, mais jamais vous n'avez osé le questionner sur l'affaire Erignac. Pourquoi ? Non, c'est un principe. Lorsque nous aidons quelqu'un en cavale, nous ne réquestionnons jamais par l'affaire qui le concerne. Si lui nous en parle, nous l'écoutons. S'il ne nous en parle pas, nous ne lui demandons pas. Oui. Mais vous savez, je veux vous dire, c'est pas seulement propre à Jo Peraldi. Je connais, pas dans l'affaire Colonna, mais je connais même des policiers qui ont aidé des gens qui étaient en cavale dans d'autres affaires, hein, pas seulement nationalistes, au nom du principe corse dont je vous ai parlé. Alors, Jo Peraldi, ça c'est très intéressant. C'est une tradition corse. Quand je dis une tradition, c'est une culture qui consiste à dire, écoutez, il y a quelqu'un qui a besoin qu'il soit protégé d'une manière ou d'une autre, eh bien, si nous estimons qu'il doit être protégé, nous allons le faire. Et justement, vous venez de dire, c'est très intéressant, par rapport à la question de Céline, vous dites, nous, on n'a pas lui parlé de ce qu'il a fait ou pas fait dans l'affaire Erignac ou autre, s'il veut le dire. Mais ça veut dire qu'au fond, vous dites, si cet homme ou cette femme mérite d'être protégé, on le fait. Et on ne demande pas, on n'a pas de jugement. On n'a pas de jugement moral ou autre. C'est un peu ça ? Non, absolument. C'est un peu ça. Absolument, si vous voulez. Et c'est si vous voulez, comment dire. Par contre, je tiens à préciser une chose. Si nous savons que la personne qui nous demande son aide est une sorte de crapule, une sorte qui a commis des actes irrépréhensibles comme, je sais pas, de pédophilie, des séquestrations de personnes âgées, il n'est pas question qu'il frappe à notre porte. Et il n'aura aucun esprit d'écoute, et même il sera rejeté avec un mauvais compris. Oui. Mais vous dites, vous l'écrivez dans votre livre, vous dites, il m'a assuré qu'il était innocent, je n'ai donc aucune raison de douter de lui. Mais la justice l'a quand même condamné à une peine de réclusion à perpétuité, Jo Peraldi. Oui, bien sûr, madame. Mais je veux dire, néanmoins, la justice n'a pas apporté la preuve matérielle de l'acte d'Yvan Colonna. Elle s'est plus basée sur des témoignages, bien sûr, bon, il faut les prendre en compte, mais surtout sur l'intime conviction des juges. Frédéric Ploquin, là-dessus, sur cette affaire, on ne va pas rester toute l'émission là-dessus, mais quand même c'est important, puisque ça a quand même occupé vraiment l'information, l'actualité pendant des années. On sait aujourd'hui la vérité sur l'affaire Erignac ou toujours pas ? Comme vient de le dire Jo Peraldi, l'intime conviction des juges ne fait pas forcément des preuves, mais bon, il a été condamné, etc. Mais ce qui est important, il faut entendre Jo Peraldi lorsqu'il dit, quand il vous explique que lui, au moment où le préfet Erignac est exécuté, en fait, il est derrière sa télévision, Jo Peraldi. Il s'attend absolument pas à cet événement. Et il n'est pas impliqué dans la préparation de cet événement qui en fait est préparé par un petit groupuscule qui a échappé à tout contrôle du FLNC. Mais après coup, ce que je trouve assez puissant au niveau des valeurs qui existent en Corse et au sein de cette organisation, après coup, il dit bon, c'est un militant nationaliste. Quels que soient les faits qu'on puisse lui imputer, on va le protéger et le couvrir. Donc la question ne dépasse pas la culpabilité. Enfin, la question dépasse complètement l'éventuelle culpabilité. D'accord. Non, mais moi je parlais pas de ça. Moi, j'ai compris. C'est aujourd'hui. Pas avec certitude. On a aucune certitude. Non, il y a encore des doutes. On peut encore creuser. On peut. Je dirais, lui-même, Yvan Colonna a contesté sa toute participation. Tout à fait. Après, il y a des experts qui se sont bagarrés. Il y en a qui ont dit oui, non, il y en a qui ont dit qu'il était trop petit, que ça pouvait pas être lui, etc. Je veux dire, il y a encore un doute, et si vous voulez, le fait qu'il ait été sauvagement assassiné par un islamiste dans une prison accroît encore plus le doute. Mais ce que j'ai trouvé très fort, c'est il vous a pas tout dit tout à l'heure sur la manière dont il a organisé cette cavale, mais ce qui m'a impressionné, c'est l'exceptionnelle logistique qu'il y a dans ce groupe. Elle est impressionnante, effectivement. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à organiser la cavale de qui il faut, quand il faut, et quand vous vous demandiez tout à l'heure comment Jo Peraldi faisait pour semer, c'est quand même extraordinaire. Il a tous les services de renseignement, les renseignements généraux, la DSC, la DGSE,
Tout le monde est dessus. C'est l'objectif numéro 1. Nicolas Sarkozy derrière pousse, etc. Tout le monde le veut. Et lui, il arrive. Et c'est là où on va en venir probablement à sa formation. C'est qu'au sein du FLNC, on a des gens, sinon ils n'auraient pas tenu aussi longtemps, qui ont une véritable formation à la clandestinité, qui savent monter des exfiltrations. Et c'est pas la seule exfiltration d'ailleurs que raconte Joperaldi. Il y a d'autres exfiltrations qui ont eu lieu. Quand on dit exfiltration, c'est un processus militaire. En fait, ils agissent de manière militaire. Ils ont été formés par l'armée française pour un certain nombre d'entre eux. Et c'est une action, cette exfiltration est une action de service de renseignement en réalité. Parce qu'on est à la barbe de tous ces services. Je veux dire, on est quand même, vous savez, toutes les routes sont surveillées. Il faut avoir une sacrée formation pour faire ça. Absolument. On va revenir effectivement sur... Absolument impressionnante. C'est ça que j'ai découvert en discutant au cours de ces entretiens avec Joperaldi. Et c'est ça qu'on a voulu raconter dans ce livre. Joperaldi, je voulais vous demander tout à l'heure, effectivement, vous avez parlé du fait que vous aviez été arrêté, interpellé début 2000. On vous soupçonne à l'époque d'être l'un des auteurs, effectivement, du double attentat survenu à Ajaccio 4 mois plus tôt contre l'URSSAF et la DDE. Au final, vous serez condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Qui vous a trahi ? Vous savez, je peux vous le dire, mais je vous donnerai pas les noms aussi par respect, parce que c'est il y a plus de 30 ans, donc dans le livre, je donne les initiales simplement, par 4 proches, très proches de moi, des amis qui avaient 25 ans, 25 ans de militantisme, mais qui n'étaient pas impliqués dans l'action militaire. C'était des gens qui étaient des conseillers politiques de l'organisation. Voilà, simplement. Donc, d'accord. Et j'ai été arrêté à ce moment-là. Et oui. Alors ce combat pour défendre votre terre de Corse et ses valeurs, vous l'avez mené pendant près de plus de 50 ans, Joperaldi. Comment avez-vous basculé dans la clandestinité en 1973 ? Vous nous direz tout dans un instant sur Sud Radio. Dans tous ces états, André Berkoff, Céline Alonso. Dans ce port nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau, l'Algérie. Serge Lama qui rend hommage aux milliers de soldats français qui ont combattu pendant la guerre d'Algérie. Cette guerre, Joperaldi, que vous avez vécue dans les services spéciaux, c'est la plus sale que la France ait eu à mener, écrivez-vous dans votre livre. Vous y avez été enrôlé donc très jeune, mais dès vos 8 ans, vous aviez appris déjà à manier les armes et dès 13 ans, vous alliez à l'école avec un pistolet dans le cartable. Oui, il y a ça, il y a les photos dans le livre en plus. À l'époque, en 1954, vous viviez en Kabylie où vous êtes né et le FLN à cette époque donc multipliait les actions sur tout le territoire algérien. Racontez-nous ce que vous avez vécu enfant, Joperaldi. Oui, vous savez, je crois que j'ai vécu une partie de ma vie, enfin après, si vous voulez, la libération de mon père en 1944, au moment du débarquement allié dans le sud de la France. Et donc mon père a été libéré à ce moment-là en 1944 et nous avons rejoint une maison forestière, une affectation. Il était agent technique des eaux et forêts, c'était dans une maison complètement isolée à 8 km de la ville. Donc là, j'ai vécu, je crois... En Kabylie. En Grande Kabylie. Et là, si vous voulez, j'ai eu une vie paradisiaque. J'étais un gamin, mais j'avais une vie, vous le verrez dans le livre, j'étais au paradis. Bon, après, j'ai eu un drame personnel de la famille, il y a eu un gros drame. La mort de mon frère à 17 ans, voilà, qui a perturbé terriblement mon père. Et survient 1 an après, si vous voulez, le soulèvement algérien, c'est-à-dire la guerre de libération nationale de l'Algérie. Et là, le FLN algérien tuait tout ce qui n'était pas musulman. C'est-à-dire, ça allait du berceau à la personne plus âgée. Et donc, quand j'allais à l'école, je savais manier les armes, puisque mon père avait une dotation d'armes, un mousqueton, une Sten, un pistolet d'ordonnance 8 mm, des grenades, etc. Et à 8 ans, je tirais déjà à la Sten. Voilà. Donc, je savais manier les armes, y compris le pistolet. Et donc, j'avais un Walter P38 qui m'avait été donné. Et lorsque j'allais à l'école, j'avais un holster sous mon blouson. J'allais à pied, il fallait traverser le cimetière et le village arabe pour arriver à l'école. Donc, arrivé à l'école, je rentrais dans un couloir, je cachais mon pistolet au fond du cartable.
Et le soir, en rentrant à la maison, je faisais la même chose, et voilà, et je reprenais le chemin avec mon pistolet, avec une balle engagée dans le canon au cas où je tombais sur un groupe qui m'aurait pas fait beaucoup cas de moi. Hein. Et oui, alors, Voilà. et Ça a duré des années, ça. Ça a duré jusqu'en 1956. D'accord. Puis nous avons été, si vous voulez, rapprochés compte tenu des dangers qui devenaient de plus en plus importants sur les maisons forestières isolées et de tout. Nous avons été rapprochés sur la ville. Et là, bon, j'ai eu une scolarité pratiquement normale, mais difficultés parce que compte tenu de ce que j'avais vécu en maison forestière. Et si vous voulez, voilà, je me suis passionné pour la photographie et ainsi de suite. Et je suis devenu à 17 ans correspondant de l'Écho d'Alger, je sais pas si le journal de M. Alain de Surigny. Ouais. Et c'est là où je fais ma première photo. Et en mars 1960, donc vous êtes enrôlé dans les services spéciaux, puis intégré à la sécurité militaire. Vous apprenez à confectionner des engins explosifs, à opérer sur le terrain dans la plus grande discrétion et à vous fondre dans les univers pour espionner les conversations des membres du FLN. Vous racontez tout ça dans votre livre. La guerre, ces années de guerre, quels souvenirs vous en gardez, Jo Peraldi ? Alors, je vais vous dire très vite, parce que je n'ai pas été affecté tout de suite dans les services spéciaux. Enfin, c'est un détail, mais qui a son importance. Ils se sont trompés d'affectation. Je faisais une préparation d'élève officier sur char, sur devenir chef de char à Fort-de-L'Eau. Et là, le colonel me convoque un soir en me disant on s'est trompé d'affectation et m'envoie à Constantine, où j'ai été accueilli par le colonel qui dirigeait la sécurité militaire. Voilà. Donc, si vous voulez, par principe et sur au nom de l'engagement, sur l'honneur militaire que je portais, j'ai participé à beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, je me suis décoré à 5 reprises, mais je ne peux pas parler des missions que j'ai pu accomplir, ça ne se fait pas. C'est valable aussi pour les forces spéciales, c'est valable pour beaucoup de choses. Nous l'avons fait au nom du principe de l'attachement de patriotisme que nous avions en cette terre, même si c'était pas la nôtre directement, mais enfin on défendait une terre française. Et nous n'avons pas eu d'état d'âme, vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir de là, j'ai servi la sécurité, mais je ne rentrerai pas dans les... Et d'ailleurs, lors de mon procès, c'est dans le livre, le président Coujard a dit que même la justice n'avait pas pu obtenir le détail des missions que j'avais pu offrir, c'était toujours classé secret défense. Et oui. Et vous avez été un témoin direct des pires atrocités, on peut le dire, commises par le FLN à l'époque. Oui. Et ce qui m'avait choqué, c'était lors comment on appelle, un village de mineurs isolés du côté d'El Alia. Et là, les mineurs étant au fond de la mine, il restait les enfants, les épouses, les femmes âgées et les personnes âgées, les hommes. Ils sont arrivés dans l'après-midi, ils ont égorgé tout le monde, tué tout le monde, pendant que les mineurs étaient au fond de la mine, ils n'ont rien entendu. Tout s'est fait au couteau, et ainsi de suite. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu, et là ça m'a choqué, je l'avais dit d'ailleurs, il y avait 3 bébés nus, cloués en croix sur les portes des familles chrétiennes, hein, certainement. Et là, j'avais dit à mes supérieurs, nous sommes plus dans une guerre de libération nationale, c'est leur droit après tout, hein, de vouloir reprendre leur terre, mais là nous sommes dans les prémices d'une guerre de religion. Et c'est là d'ailleurs, ça a perduré. Hein. Chaque fois qu'il y avait une embuscade sur des militaires, qu'ils avaient le temps de la barbarie, hein, ils venaient mutiler les corps d'une manière incroyable, égorger, le ventre éventré, les émasculations, et on avait compris ce qu'ils faisaient ensuite. C'était plus une guerre de libération nationale, c'était vraiment des massacres organisés, de la barbarie. Et vous dites donc c'est pour ça que la guerre est devenue une guerre sale. Devant toutes ces atrocités, nous ne pouvions pas non plus dire voilà, on vous tend le cou et égorgez-nous. Il y a eu une prise de position de certains d'entre nous pour répondre de manière appropriée. Attention, moi je veux vous dire franchement, ce qui m'a choqué dernièrement, j'ai participé à l'armée française. Et je veux qu'on respecte l'armée française qui a combattu en Algérie. Et qu'on ne l'accuse pas, qu'aujourd'hui on ne fasse pas qu'on appelle de prendre toutes les fautes sur nous, c'est condamnation. Ouais.
Non, comme l'a fait le président d'ailleurs, hein, le président. Oui, Joperaldi, j'allais vous poser la question quand vous entendez qu'on dit que, allez, pour être les déclarations publiques, notamment présidentielles, d'un candidat à la présidence à l'époque, qui était en Algérie, pour dire que la colonisation en Algérie était un crime contre l'humanité. Vous avez réagi comment ? Bien, si vous voulez, je reconnais une chose, et ça je vous le dis, j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu des choses inacceptables de la part de l'État là-bas, notamment au niveau des collèges, lorsqu'il y avait des élections, le candidat qui représentait les Européens, comme on appelle la France, et celui qui représentait le français musulman, au moment du dépouillement, une voix pour le candidat européen, ça valait une voix, et l'autre, il fallait 10 voix pour compter une voix. C'est ce qu'on appelle le deuxième collège. Ça, c'était inacceptable. Bien sûr. Bon. Et il y a eu cette colonisation qu'il ne faut pas non plus rejeter. Néanmoins, lorsque je suis revenu en Corse, j'ai trouvé une Corse dans une paupérisation que je n'avais pas connue en Algérie. En Algérie, il y avait des écoles en dur, des routes éclairées, de l'eau au robinet, de tout ce que vous voulez. Et en Corse, il n'y avait pas tout ça. La Corse, c'était la paupérisation dans tous les villages, pas d'école, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone. Bon, ça m'a choqué. Ah, c'était à ce point la Corse, sauf que... oui, je vous le dis, paupérisation totale. Vous dites même précisément, j'étais à 1000 lieues d'imaginer à quel point nous étions, nous les Corses, considérés comme un sous-peuple. C'est vrai. Je le reconnais, à l'époque, c'était ça. Et si vous voulez, il y avait après, j'ai découvert au fur et à mesure de mes reportages, et j'ai connu le système politique corse, il y avait, si vous voulez, une sorte d'élus qui se faisaient réélire de père en fils comme s'ils avaient une descendance dynastique, hein, voilà. Et ça depuis des générations et des générations. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait le clientélisme, l'assistanat, la fraude électorale et beaucoup d'autres choses. On votait, une personne de la famille votait pour un élu, il fallait voter à vie. C'était l'aliénation à vie du vote. Et là, avec des amis qui revenaient d'Algérie, d'Indochine, de partout, on a dit on ne peut pas supporter d'avoir ça. Oui. Et c'est là que nous avons commencé la Corse ressemblait vraiment à une république bananière, en quelque sorte. Oui. Ouais, c'est ça. Hélas, beaucoup plus grave, quand je dis je n'ai pas combattu la France, et ça c'est une réalité, j'ai combattu le système français, le gouvernement et ceux qui étaient au pouvoir, de fermer les yeux sur le comportement de ce qu'on appelle ces fraudeurs, ces gens qui n'étaient, voilà, parce qu'ils appartenaient au même parti de gouvernement qui était en place à Paris. Donc on ne voulait pas sans doute faire voilà, et on considérait ça comme du folklore corse. Non, il y avait une atteinte, il y avait une absence d'état de droit, une absence de liberté démocratique, et là nous n'avons pas supporté. Et oui. Et donc c'est comme ça que vous avez fondé le mouvement. Et oui, le 5 mai 1976. Alors le mouvement, je vous explique, c'est là j'arrive en 63 en Corse, et je vis pendant 5 ans, je découvre toutes ces choses-là. En 69, il y a le général de Gaulle qui avait prévu de faire la régionalisation. Tout à fait. Et j'accompagne un mouvement qui était régionaliste. Puis arrivent les frères Simeoni, Max et Edmond, qui créent un mouvement autonomiste, et l'autonomie qu'ils demandaient n'était pas une autonomie avec beaucoup de pouvoir. Ils voulaient une autonomie de gestion, à savoir que ça leur donnait la possibilité d'avoir une observation sur les fonds publics, d'avoir un contrôle des fonds publics. Ouais. Ça n'allait pas jusque-là. C'était une autonomie de gestion. Et l'État n'a jamais voulu nous entendre. À partir de là, il y avait aussi les rapatriés d'Algérie, que nous appelions les colons, qui avaient bénéficié de terres qui étaient destinées à des jeunes agriculteurs corses, des dizaines et des dizaines d'hectares, et qui ont créé comment on appelle, des vignobles énormes. Ouais. Puis il y a eu cette histoire de la chaptalisation, c'est-à-dire qu'on mettait des kilos de sucre dans le vin pour le faire gagner en degrés. Et là, c'est là qu'Edmond Siméon crée Aléria. On ne va pas revenir là-dessus. Ça a été l'élément déclencheur, si vous voulez, de la prise en compte de l'État, du peuple corse, qu'il y avait un véritable problème en Corse. Et donc, si vous voulez, après Aléria, l'État ne nous entendait pas toujours, n'est toujours pas entendu sur nos revendications, et c'est là que nous décidons, le système perduré, de faire parler le plastique, c'est-à-dire de créer un groupe afin de faire des attentats sans faire de victimes. Nous avons fait tous les attentats que nous avons faits n'ont fait aucune victime, ni blessé ni mort. Il y avait beaucoup de dégâts matériels. Ça s'est toujours passé comme ça.
Oui. Alors effectivement. Ensuite, si vous voulez, l'État devant comment on appelle les attentats qui perduraient, il y en a eu jusqu'à 106 en 82 au moment de la première installation de la première assemblée territoriale corse. Donc, si vous voulez, on a continué. Et là, l'État en 83 nous met des barbouzes en place, un système barbouzard, c'est-à-dire avec de gros voyous venant du sud de la Corse et même de Sardaigne, pour éliminer 14 militants nationalistes. D'où l'enlèvement de Guy Orsoni, du frère. Du frère, oui. Enlevé, torturé au chalumeau, et à la fin, ils lui mettent une balle dans la tête parce qu'il ne parlait pas. Et voilà, aujourd'hui, le corps n'est toujours pas retrouvé. Et donc, nous avons combattu aussi ces choses-là. Ouais. Juste une question, Frédéric Ploquin, justement, et vous-même, Jo Paraldi. C'est vrai que quand on écoutait de l'extérieur, on a assisté de l'extérieur, on a l'impression que FLNC, alors il y avait, vous savez, on disait, il y a eu cette question pour les touristes. On a détruit des résidences secondaires, etc., etc. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il était question, parce qu'il y en avait, qui voulaient l'indépendance totale de la Corse. C'est-à-dire certains, je sais que c'est pas votre cas, mais qui voulaient absolument que la Corse devienne un pays indépendant, détaché de la France. Est-ce que ça a été une minorité qui a voulu ça, ou du moins c'était un mouvement important, qui voulait que la Corse, il y a 193 pays à l'ONU, et que la Corse devienne un pays indépendant. Est-ce que ça a été important ou pas du tout pour la Corse? Je peux répondre. Après, je te passe la parole, Frédéric. Non, tu es mieux placé là pour répondre sur ce point-là. Voilà, sur ce point-là. Si vous voulez, au départ, il n'y a pas eu il y avait un soulèvement, une prise en compte, et il y avait l'ensemble qu'on appelle des sensibilités politiques, oui, qui s'étaient mises pour défendre la Corse et obtenir la revendication première qui était l'autonomie de plein exercice, celle que nous voulons encore aujourd'hui et qui n'a pas lieu. Il y a eu, au fil du temps, en raison de divergences politiques ou pour exister, des partis qui n'étaient pas d'accord, qui sont devenus indépendantistes pour être différents, pour exister, si vous voulez, politiquement par rapport à ce que nous voulions. Il fallait trouver donc une autre idéologie. Ouais. Et ces mouvements indépendantistes n'ont jamais fait plus de 6-7%. D'accord. Voilà, donc si vous voulez, alors que la dernière élection en 2021 de la mouvance que nous portions pour l'autonomie, les 4 mouvements qui se sont présentés ont fait quand même 74% des voix. Ouais. Pour l'autonomie de plein exercice. Et oui, Jo Peraldi, aujourd'hui, selon vous, le projet de reconnaissance du statut d'autonomie de la Corse dans la République peut-il aboutir? On va en parler dans un instant sur Sud Radio. À tous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Eh oui, qui rend hommage à l'île de beauté André Berkoff. Jo Peraldi, pendant plus de 50 ans, vous avez mené une guerre pour l'autonomie de la Corse. Elle a été ponctuée de milliers d'attentats, entre 30 et 40 000. À ce propos, dans votre livre, vous écrivez ceci: si nous avions été écoutés, si nos revendications avaient été prises en compte dès 1975, nous aurions évité les milliers d'années de prison encaissées par nos militants et tant de morts. Le recours à la violence, vous le regrettez? Non, absolument pas. Vous savez que lorsque je fais une observation d'une situation et qui nécessite une réaction de ce genre, si nous étions allés aux urnes, nous allions aux urnes, et que le résultat devait être faussé systématiquement. Il y avait un rejet, si vous voulez, du respect de la démocratie et des urnes. Là, on ne l'avait pas en Corse. Donc, devant la sourdité de Paris et le comportement du système corse, j'ai décidé qu'il fallait faire parler le plastique pour être entendu de Paris. Mais ça a été très long. Très long. Comme d'habitude, d'ailleurs, vous savez. Je vois la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et ainsi de suite. Il a fallu faire en Algérie plus de 30 000 morts pour finalement quoi? Alors que nous avions gagné militairement,
quelques mois après, au mois de septembre 61, 62, annoncer l'autodétermination pour l'indépendance d'Algérie. Je vous avoue que ça a été un choc pour nous aussi. Bon, maintenant, je vais vous dire concernant la Corse, je ne regrette rien. Je regrette rien et je regrette rien de toute ma vie, de ce que j'ai fait durant toute ma vie. Ça a toujours été réfléchi, réalisé et sans aucun remords. Alors, vous n'avez aucun regret, mais comment vous vivez par exemple le fait d'être fiché sur la liste des terroristes au même titre que Ben Laden ? Eh bien, vous savez ça, il faut le poser, peut-être la question qu'il faut poser au pouvoir parisien. Hein. Moi, je ne me sens pas, je n'ai jamais été terroriste et je ne serai jamais terroriste. J'ai toujours toute ma vie combattu le terrorisme et ses actions inacceptables, c'est-à-dire la barbarie. Donc, à partir de là, je voudrais qu'on me prenne en compte que je suis un patriote corse. Je suis attaché à ma patrie et je suis attaché à ma terre, à ma langue, à mes trucs, comme on doit l'être d'ailleurs sur le territoire national en France continentale, avoir cette même position. On est patriote, on défend la patrie, on défend sa langue, on défend ses valeurs, et on défend tout ce qui représente, ce qui fait... On défend son identité, c'est ça, Jean Peraldi. On défend son identité et aussi son attache à la terre et à la patrie. Mais selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'autonomie de la Corse peut-elle aboutir ? Oui. Vous savez, je veux dire, malgré la crise politique grave que vous avez en France, enfin, que nous avons, puisque la Corse fait partie, hein, quand même. je sais, oui, bien sûr. L'autonomie ne nous donne pas l'indépendance, hein, monsieur Vercors. Il nous donne un pouvoir dans le cadre de la République, hein, soyons clairs. Le premier pilier de l'autonomie, c'est le pouvoir régalien, et ça, c'est l'État totalement. Le deuxième pilier, c'est la responsabilité partagée, et le troisième, c'est d'avoir le pouvoir de modifier les lois votées par le Parlement français. On les modifie, on les applique aux besoins de la Corse. Ça s'arrête là. Donc nous avons une reconnaissance dans la souveraineté. Vous souhaitez que ceci advienne, parce que ce n'est pas encore le cas. C'est en cours, et d'après ce que je sais, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, il y a les 12 présidents de région qui sont favorables, et donc j'ai espoir que l'autonomie aboutira. Frédéric Ploquin. C'est la solution. Frédéric Ploquin, juste une dernière question. Est-ce que vous avez fait ce livre, est-ce que pour vous, la question de la Corse, je pose même la question, mais à l'observateur et à l'écrivain, est-ce que pour vous, il faut arriver très vite à cette véritable autonomie de la Corse ? Non, mais disons que quand on fait le bilan de la vie de Joe Peraldi et de ses amis qui ont créé cette organisation clandestine, finalement, quand ils ont démarré dans les années 70, ils pesaient pas lourd dans les urnes. Peut-être, comme le dit Joe Peraldi, entre autres, parce que les votes étaient truqués. 40 ans après, force est de constater que les idées autonomistes sont majoritaires en Corse. Donc à partir de là, je pense qu'il est légitime et normal pour un État de respecter, on va dire, l'opinion qui est exprimée dans les urnes. C'est ça l'histoire. Mais donc c'est pour ça que ce livre est à la fois c'est pas un constat d'échec et au final Joe Peraldi c'est pas du tout, on peut le lire pas comme un constat une note d'échec. Positive parce qu'on n'en est pas loin. Bon, la dissolution a un peu retardé le processus, la dissolution de l'Assemblée nationale, mais ça va revenir sur le terrain. Oui. Mais dans ce livre, bon, c'est vrai qu'on parle de politique, mais moi ce que je voudrais rappeler aux lecteurs, c'est que ce livre, c'est Confessions d'un patriote corse, le titre je l'ai volontairement choisi comme ça, on plonge dans l'intimité, véritablement dans l'intimité d'une organisation clandestine. On comprend comment ont été recrutés les jeunes militants. On voit Joe Peraldi avec sa cagoule en train de faire le tri entre les militants parrainés. Et on voit Joe Peraldi à 13 ans avec son... Non, mais ce que je voudrais dire, juste pour finir là-dessus, c'est qu'il y a des dizaines et des centaines de jeunes Corses qui voulaient rejoindre l'organisation, mais qu'il a fallu à Joe Peraldi faire le tri pour justement que l'organisation ne grossisse pas trop et qu'elle tienne le choc face à la police et aux investigations. Merci à vous deux, merci à Joe Peraldi et merci à Frédéric Ploquin. Et oui, et tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaye. Sud Radio.